Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final de notre série, le Mastodonte, qui a marqué 3 générations. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, on avait vu comment, à partir de son retour à la WWE en 2004, Nelson Frazier Jr. avait fini par incarner un personnage mémorable, le World's Largest Love Machine, qui lui avait permis d'avoir des storylines géniales avec Trish Stratus et Lilian Garcia, et qui lui allait comme un gant, vu comment il était en coulisses. Mais qu'au printemps 2007, après des mois à végéter dans le mid-card des shows, le draft de la compagnie tombait à point nommé pour une nouvelle fois relancer sa carrière. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir comment il est devenu un personnage qui a marqué la génération Catch Attack. Big Daddy V. Vous apprendrez entre autres s'il a réussi à enfin avoir un vrai règne de champion dans ce nouveau rôle. Le sens que ces tatouages impressionnants ont pour lui. La belle relation qu'il avait avec son manager Matt Striker. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il a voulu faire à son collègue René Dupré quand il catchait au Japon. Et enfin, vous saurez les derniers mots déchirants qu'il a dit en mourant dans les bras de sa femme en février 2014. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le mastodonte qui a marqué 3 générations, épisode 3. C'est parti! Au mois de juin 2007, Nelson Frazier Jr. se trouvait dans une situation qui n'incitait pas vraiment à l'optimisme. Environ 2 ans plus tôt, après une histoire déjà assez riche à la WWE, il avait totalement été relancé lorsqu'il est devenu le World's Largest Love Machine. Mais désormais, malgré une gimmick divertissante, il tournait en rond et semblait malheureusement se diriger vers ce qui serait déjà son 3e départ de la compagnie de Vince McMahon. Néanmoins, un événement va arriver, et il ne pouvait pas mieux tomber, puisqu'il va profondément impacter la carrière de Nelson. Le draft annuel de la fédération. Dans cette sorte de mercato des catcheurs de la WWE, cette année-là, les transferts qu'on pourrait essentiellement retenir seraient ceux de Bobby Lashley et de Mr. Kennedy à Monday Night Raw, et ceux du Great Khali et de Ric Flair à SmackDown. Mais il y en a un qui va plutôt passer sous le radar, celui de Viscera, qui était le nom du personnage de Nelson à ce moment-là, vers l'ECW. Alors à premier abord, on pourrait dire que c'est sans l'ombre d'un doute une rétrogradation, un vrai pas en arrière pour le mastodonte, puisqu'il s'agit du 3e show hebdomadaire de la WWE derrière Raw et SmackDown, celui qui sert plus ou moins de centre de formation à la compagnie pour préparer les talents au main roster, tout en souhaitant conserver le côté originel extrême de l'ECW, ce qui était quand même la réputation de cette fédération durant des années. Mais c'est encore une autre histoire. Personnellement, je ne vois pas ce transfert comme une relégation, mais plutôt comme une chance pour Nelson de repartir à zéro. Et pourquoi pas devenir la locomotive de ce show, son porte-étendard. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, ce genre de situation est l'occasion idéale de radicalement changer de personnage. Éventuellement faire oublier un passé pas très radieux. Et c'est exactement ce qu'il va se passer avec Nelson, qui va passer de sa gimmick légère de Love Machine à un personnage de monstre qui détruit tout sur son passage. Tenez-vous bien, Big Daddy V. À ce moment-là, Nelson raconte que c'est Vince McMahon en personne qui a voulu le transformer totalement. Pour l'anecdote, c'est même Vince qui a eu l'idée de ce nom. Déjà, le grand patron voulait qu'au niveau de son cheveu, il laisse tomber cette crête blonde qu'il avait depuis plusieurs années, et qu'il laisse pousser ses cheveux, en revenant à sa couleur naturelle. Qu'il ne mette plus non plus les lentilles blanches, ce qui a dû soulager Nelson, vu à quel point c'était compliqué de les mettre pour lui. Quant à la tenue, Vince voulait à la base que le personnage de Big Daddy V porte seulement un slip et des bottes, un look traditionnel de catcheur en quelque sorte. Mais Nelson voulait pas, et pendant plusieurs semaines, ils se sont un peu disputés à ce sujet, jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver ce compromis de cette tenue avec des bretelles qui laisse quand même apparaître une grande partie de son corps. En le voyant avec ce look, on peut déjà se dire 2 choses. La première, c'est qu'il est impressionnant évidemment, qu'on prend encore plus conscience qu'avant de son corps de mastodonte, qu'on voit très rarement dans le catch. La deuxième, c'est qu'il a quand même des sacrés tatouages. Et à ce propos,
Il raconte qu'il se les était fait faire à l'époque où il était encore le World's Largest Love Machine et que c'était particulièrement douloureux. Mais qu'il y tenait beaucoup parce que c'était quelque chose de spirituel. Ils avaient un vrai sens pour lui. Comme il le dit, il s'agit du soleil et du croissant de lune avec l'étoile polaire. Pour faire simple, c'est un signe de ma spiritualité et de mes croyances dans cet univers. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, il est désormais Big Daddy V, et maintenant qu'il s'est encore une fois réinventé, il était temps pour lui de tout exploser à l'ECW. Et comme vous allez le voir, ses premiers mois là-bas ont été assez incroyables. Tout va commencer le 10 juillet 2007, dans l'opener du show, pendant le segment de la Classroom de Matt Striker, celui qui avait également été un professeur dans la vraie vie. Il y tentait d'éduquer le personnage terrifiant et mangeur de vers de terre du Boogeyman. Et à ce moment-là, contre toute attente, on va voir débarquer un mastodonte. Regardez-moi ce bœuf. Regardez comme il est impressionnant. Vous l'aurez compris, il s'agit de Big Daddy V. Et il allait s'associer à Matt Striker qui allait devenir son manager. À titre personnel, je suis fanatique de son nouveau theme song qu'il avait à partir de ce jour-là, qui s'appelait Calling All Cars, dans lequel on entendait un policier prévenir ses collègues dans les autres voitures en disant qu'un monstre incontrôlable arrivait, ce qui était génial je trouve. À ce moment-là, il va tataner le Boogeyman, en le faisant notamment passer à travers le tableau de classe, ce qui était vraiment impressionnant. Il faut prendre suffisamment conscience que le Boogeyman était un personnage terrifiant qui n'avait encore jamais été mis à l'amende de cette manière-là. Il était légitime et effrayant, et Big Daddy V l'a vraiment dézingué sans difficulté aucune. Par ailleurs, en coulisses, Big Daddy V et le Boogeyman sont même amis. Mais dans le ring, ce 10 juillet 2007, il en a fait qu'une bouchée. Et je trouve que c'était excellent quand il se tapait le torse et qu'il criait, ce qui accentuait ce côté monstrueux et animal. On peut dire que Big Daddy V était le King Kong de la WWE. Par la suite, il va exploser plusieurs catcheurs locaux pendant quelques semaines, toujours de manière très dominante, avec entre autres un bon gros Samoan Drop, dans l'idée d'accumuler du momentum et de se construire une crédibilité maximale, ce qui ferait de lui un aspirant idéal au titre de l'ECW. Il faisait également son geste du V avec ses doigts, ce qui va vraiment devenir son geste signature. Et je trouve que c'était super, parce que c'était un geste facile à faire dont les fans pouvaient se rappeler. Et aussi parce que cela pouvait être un clin d'œil à un autre big man marquant dans l'histoire de la WWE, Vader. Je pense aussi qu'avoir un manager, en l'occurrence Matt Striker, aidait Big Daddy V, à la manière d'un Paul Heyman avec Brock Lesnar, puisqu'on avait cette impression qu'il était une bête indomptable qui n'obéissait qu'à son maître. Et Striker pouvait aussi, par ses regards ou les phrases qu'il disait, faire paraître Big Daddy V encore plus fort. À ce moment-là, c'est intéressant de noter qu'une vraie relation amicale s'est développée entre les deux hommes. Comme Matt Striker le raconte, « J'ai pu connaître l'homme derrière Big Daddy V, qu'il ne montrait quasiment jamais à personne. Parce qu'à l'aéroport, par exemple, il savait qu'il devait faire le spectacle. Il savait que tout le monde le regardait. Mais dans sa chambre d'hôtel, il était simplement Nelson. Et c'était un homme très gentil. Quand je marchais avec lui, j'étais serein, parce que je savais que personne n'allait venir m'embêter. Mais parfois, je me sentais presque comme son protecteur quand je voyais que quelqu'un arrivait avec un téléphone pour lui poser des questions, et que je savais qu'il n'était pas de bonne humeur. Je les éloignais en leur disant qu'ils ne se sentaient pas bien ou quelque chose de ce genre. En tout cas, c'est beau de voir qu'ils sont devenus amis en coulisses à cette époque. Et on remarque une nouvelle fois que toutes les personnes qui ont fréquenté Nelson Frazier Jr. sont toujours élogieuses envers lui. Le 21 août 2007, il remportera une victoire marquante contre la légende de l'ECW, Tommy Dreamer, dans un match Extreme Rules, en même pas 3 minutes. Quelque chose que je trouve hallucinant, c'est de se dire que cette créature dominante dans le ring est le même être humain qui incarnait pas si longtemps avant un obsédé sexuel hilarant. Et c'est vraiment tout à son honneur d'être totalement à l'aise et crédible dans ces registres totalement opposés. J'étais aussi fan du moment où il se prend un coup de poubelle en pleine tête, mais qu'il ne flanche même pas et qu'il hurle, ce qui le rendait vraiment très intimidant.
et lui donnait une aura d'invincibilité. Alors avec tout ce momentum, Big Daddy V semblait inévitablement en route vers le titre de l'ECW, ce qui serait probablement le plus grand accomplissement de sa carrière en solo à ce moment-là, puisque jusqu'à présent, son palmarès n'était pas très rempli, avec ce titre de King of the Ring 12 ans avant, et le titre Hardcore en 2000 pendant quelques minutes, ce qui était indigne du performeur larger than life qu'il était, et qui aurait mérité un vrai règne selon moi. Est-ce qu'il allait enfin avoir ce titre majeur et ce règne en solo qui se refusait à lui depuis des années? On allait avoir la réponse au pay-per-view No Mercy le 7 octobre 2007. Ce jour-là, il affrontait le champion ECW CM Punk, qui était en plus à domicile, puisque l'événement se déroulait à Chicago. Pour Big Daddy V, c'était génial, parce qu'on avait typiquement un scénario du style David contre Goliath, ce qui était depuis le début de sa carrière le genre d'affrontement qu'il préférait avoir. Et si on prend un peu de recul, c'était quand même une affiche très symbolique. Effectivement, on avait d'un côté un Big Man, un Monster Heel à l'ancienne impressionnant, qui aurait été un ennemi parfait pour Hulk Hogan par exemple. Et de l'autre, un profil plus moderne, formé sur le circuit indépendant, et qui a fait le buzz sur internet. En connaissant l'amour de Vince McMahon pour les Big Men, on aurait pu croire que Big Daddy V allait avoir son passeport pour la gloire. Et pourtant, la performance du colosse sera impressionnante, avec entre autres ce moment où il était allongé de tout son poids sur Punk, dans une prise qui pouvait rappeler le Visagra qu'il faisait avant. Et ce moment où il hurle « Move !» sur l'arbitre, tel une bête sauvage. Mais hélas, il va y avoir ce qu'on peut appeler un booking du lâche, avec une disqualification assez rapide causée par l'intervention de Matt Striker, ce qui garantit au Kid de Chicago de conserver sa ceinture. Cependant, il va quand même se faire tataner juste derrière, au point de finir en lambeaux, en train de cracher du sang. Alors personnellement, je trouve que c'est un booking qui n'a aucun sens, puisque le soi-disant champion s'en sort en paraissant faible, et on n'a plus l'impression qu'il est le vrai champion. Ce jour-là, on a eu une belle illustration de cette lubie de la WWE à vouloir protéger tout le monde, avec un finish fainéant et frustrant, et c'est bien dommage. Big Daddy V lui-même a dit qu'il regrettait de ne pas avoir gagné le titre CW dans cette rivalité avec CM Punk. Surtout qu'à la télévision, il n'aura plus d'autre opportunité pour le gagner. Pouvez-vous seulement imaginer Big Daddy V avoir un règne de terreur à l'ECW pendant plusieurs mois et éventuellement affronter à WrestleMania un babyface crédible dans ce qui aurait pu être un David contre Goliath au Gwen the Stage of Them All? C'est bien dommage en tout cas. Et dans cette année 2007 où il a aussi malheureusement perdu son père en coulisses, Big Daddy V n'aura plus grand chose de très marquant à l'ECW. À part deux affiches incroyables, notamment une qu'on peut qualifier de véritable dream match. En effet, le 30 octobre 2007, il va y avoir une Monster Mash Battle Royale à l'ECW, dont le casting est tout simplement hallucinant. Accrochez-vous. Kane, Big Daddy V, Mark Henry et le Great Khali. Alors c'est sûr que c'est un match qui a dû donner des cauchemars à un Dave Meltzer par exemple. Et c'est certain qu'on n'y a pas eu un catch très technique ou aérien. Mais par contre, quelle affiche sortie tout droit d'une autre dimension! D'ailleurs, pendant le show, on avait des vignettes qui présentaient chacun des acteurs comme un monstre surpuissant, ce qui était vraiment excellent je trouve. On avait vraiment l'impression qu'on allait vivre l'équivalent catchesque d'un Godzilla contre King Kong par exemple, ce qui est rare. À mon grand regret, le match n'a duré que quelques minutes, et Big Daddy V a rapidement été éliminé par Kane, pour une victoire finale de Mark Henry. Et on peut imaginer que la WWE a eu peur que ces poids lourds ennuient un public de plus en plus habitué à de l'action non-stop, et des spots de haute voltige. L'autre affiche incroyable s'est passée au show Armageddon pour clôturer l'année 2007, où Big Daddy V formait une équipe avec Mark Henry pour aller affronter Kane et CM Punk. Dans ce qui était un bon match, dont je retiens, à titre personnel, l'athémie surpuissant de Big Daddy V sur le torse de Punk. Ce moment où il le soulève au-dessus de lui dans un acte surhumain. Et surtout, un superbe finish où il attrape Punk en plein air pour lui infliger un Samoan Drop fatal. Ce qui aurait été un final idéal pour No Mercy quelques semaines avant. Par la suite, il va être le premier à passer de l'ECW
à SmackDown, avant même que les deux shows aient mis en place leur partenariat. Et curieusement, alors qu'on aurait pu imaginer Big Daddy V rester encore un petit moment à l'ECW et éventuellement repartir dans la chasse au titre, il va désormais aller dans le show bleu et entamer une rivalité de quelques semaines avec l'Undertaker. Alors c'est vrai qu'avec du recul, on peut se dire qu'il y avait une vraie histoire entre les deux, dans le fond. Qu'ils s'étaient déjà affrontés en 1995, quand le Deadman avait même été blessé par King Mabel, et qu'ils avaient été ensemble dans le Ministry of Darkness pendant l'Attitude Era. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce transfert et cette rivalité sortaient un peu de nulle part début 2008. Par contre, je dois dire que c'est quand il a affronté l'Undertaker à SmackDown en janvier que j'ai vu pour la première fois Big Daddy V personnellement. Et je le trouvais vraiment très impressionnant. J'avais les yeux écarquillés face à ma télévision en voyant ce freak. Rester bouche bée devant un personnage aussi larger than life, c'est le catch comme je l'aime. Regardez comme il est impressionnant quand il est filmé en contre-plongée. D'ailleurs, dans un de ses matchs contre l'Undertaker début 2008, il sera la victime du fameux Gogo Plata du Deadman, que la WWE finira par appeler le Hell's Gate. Une prise que je trouvais hyper impressionnante, dans laquelle Taker faisait même cracher du sang à ses adversaires. On peut faire remarquer qu'en coulisses, Big Daddy V avait beaucoup de respect pour l'Undertaker, qu'il connaissait depuis 13 ans à ce moment-là. Et il a même déclaré à son sujet: si l'Undertaker avait été à la WCW pendant l'Attitude Era, ils auraient gagné la guerre contre la WWE. Une citation vraiment marquante, qui montre toute son admiration pour le Phenom. Et pour l'anecdote, figurez-vous que Big Daddy V est aussi ami avec Mick Foley, et qu'il était même le catcheur préféré des enfants de ce dernier. Finalement, le point culminant de Big Daddy V dans cette période où il était à SmackDown début 2008 sera sa participation au Elimination Chamber match à No Way Out, pour déterminer le challenger au titre poids lourd en vue de WrestleMania. Il y affrontait, tenez-vous bien, le Great Khali, Batista, MVP, Finlay et l'Undertaker. Malgré son élimination assez rapide après s'être pris un DDT du Taker en plein sur la cage, on peut dire que c'est un des matchs les plus prestigieux auxquels Big Daddy V ait participé, en pleine road to WrestleMania. Et c'est vrai que personnellement, quand je vois son profil et son alchimie avec ses adversaires, je regrette qu'il n'ait pas pu affronter un des top faces de la compagnie à cette période, dans cette version. Par exemple, Jeff Hardy. D'ailleurs, le mastodonte lui-même a dit que c'était un de ses rêves d'avoir un match solo contre Jeff Hardy. Mais malheureusement, il n'aura jamais lieu. Effectivement, le 11 mars 2008, à l'ECW, il va avoir ce qui restera le dernier match de sa vie à la WWE. Ce qui paraît incroyable avec le recul, parce qu'il venait d'être relancé encore récemment, et qu'il n'avait que 37 ans à ce moment-là. Dans une bataille pour se qualifier pour le match Money in the Bank qui aura lieu à WrestleMania 24, il va affronter CM Punk. Alors à ce moment-là, je vous dis, pouvez-vous seulement visualiser Big Daddy V grimper en haut de l'échelle au showcase des Immortels et devenir, si on peut l'appeler comme ça, Big Daddy in the Bank? C'eût été incroyable, mais il va finalement perdre cet affrontement après un décompte à l'extérieur. A priori, il n'avait pas pour autant perdu la cote auprès des officiels, puisqu'il raconte qu'il était censé participer à la Battle Royale à WrestleMania 24, et qu'il se serait retrouvé contre Kane à la fin. Selon lui, il allait même avoir une grosse mise en avant, juste derrière. Alors la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi cette histoire avec la WWE s'est terminée? Pour quel motif rien de tout cela n'a eu lieu au final? Les raisons et les circonstances ne sont pas très claires. D'un côté, dans les médias de catch, dont les informations sont à prendre avec des pincettes bien sûr, on pouvait lire que les officiels de la WWE voulaient que Big Daddy V perde du poids, et qu'il a été retiré de la télévision en mars 2008 pour le punir, jusqu'à ce qu'il finisse par être viré en août, ce qui semble un peu tiré par les cheveux. Surtout que ce n'est pas du tout la version du principal intéressé. Effectivement, lui-même a dit qu'on ne lui a jamais demandé de perdre du poids, et que la seule raison pour laquelle il avait été absent, c'est parce qu'il avait une pneumonie. Selon lui, la WWE et lui ont décidé d'un commun accord qu'il avait besoin de prendre un peu de temps pour s'en remettre, surtout que sa femme le suppliait d'aller voir un médecin. Mais en fin de compte,
D'après Nelson, c'est à cause du médecin qu'il a été viré par la compagnie, parce qu'il aurait fait certains commentaires à propos de sa santé que la WWE ne pouvait pas ignorer légalement, et qui obligeait en quelque sorte la fédération à le licencier. Bien sûr, c'est sa version à lui, mais de toute façon, le passé nous a montré qu'il a toujours eu une bonne relation avec la compagnie, donc cette histoire se tient. Le fait est qu'en août 2008, Nelson était viré pour la 3e fois de sa vie par la WWE. Et cette fois-ci, il n'y reviendra jamais. Il a raconté qu'au moment où la fédération l'a renvoyé, son ami Matt Striker l'avait appelé, et c'est un appel qui l'avait marqué plus que les autres, parce qu'il avait senti que Striker était vraiment triste qu'il soit viré. En tout cas, à partir de là, il va tourner dans 2 films. D'abord, Banlieue interdite en 2010, dans lequel il y avait aussi Rob Van Dam et Batista. Puis 301, la légende de Super Plus Maximus, en 2011. Une parodie du film 300. Et c'est vrai que vu son physique impressionnant, on aurait très bien pu l'imaginer faire carrière au cinéma. Mais finalement, jusqu'en 2013, il continuera à catcher, mais sur le circuit indépendant. Durant ces années, ce qu'on peut relever de plus notable, c'est des passages à la NWA en 2008, à la Pro Wrestling Extreme en 2009 au Canada, à All Japan Pro Wrestling entre mars 2010 et décembre 2011 au Japon, où il sera même champion par équipe avec le clan des Voodoo Murders, où il retrouvera son ami Charlie Haas. Ce dernier dit à propos de Nelson: « Il m'a beaucoup appris, et c'est quelqu'un de génial. J'étais heureux d'être avec lui, au Japon. » Là-bas, Nelson a aussi été fidèle à son personnage de Love Machine de jadis, puisqu'un soir, alors qu'il avait beaucoup bu avec son collègue René Dupré, qui catchait aussi là-bas, il voulait lui mettre ses testicules dans la bouche. Une anecdote équivoque, dont le Québécois rigole aujourd'hui. Nelson catchera aussi en Autriche en octobre 2012 à l'European Wrestling Association, et c'est en octobre 2013 qu'il aura le dernier match de sa vie, contre René Dupré justement, au Qatar, dans ce qui était le lancement de la promotion Qatar Pro Wrestling à l'époque, auquel Bobby Lashley avait également participé. Alors à ce moment-là, vous vous demandez, mais pourquoi c'était le dernier match de sa vie? Hélas, le 18 février 2014, alors qu'il venait d'avoir 43 ans, Nelson Frazier nous a quittés. Sa femme raconte qu'il avait perdu 45 kilos dans les derniers mois avant sa mort en améliorant son alimentation. Mais c'était malheureusement trop tard. Celui qui était aux côtés de Nelson à l'époque où il faisait partie des Men on a Mission, Oscar, a raconté: « Il est décédé après qu'il soit sorti de son bain. Il se sentait mal et sa femme l'a allongé en le prenant dans ses bras. Quelques instants plus tard, il a eu une crise cardiaque. Et ses derniers mots à sa femme, Cassandra, étaient « Je t'aime beaucoup ». Cassandra est une femme extraordinaire. Les mois suivants, la femme de Nelson poursuivra la WWE en affirmant qu'il est décédé à cause des effets sur le long terme des dégâts physiques qu'il a eu dans le ring, qu'il avait beaucoup de migraines et de perte de mémoire depuis son départ de la compagnie. Même si elle prendra la WWE à partie sur sa page Facebook, la femme de Nelson finira par s'excuser en disant qu'elle avait agi sous le coup du chagrin, et elle recevra 10 000 $ de la compagnie. Ses anciens collègues rendront hommage à Nelson, et sa femme mettra ses cendres dans des colliers qu'elle donnera à sa famille et à ses amis. Finalement, c'est ses anciens camarades des Men on a Mission, avec qui tout a commencé plus de 20 ans avant, qui raconteront les histoires les plus touchantes sur leurs derniers moments avec Nelson. Oscar, lui qui avait quitté le groupe excédé parce qu'il voulait qu'il reste des gentils, a raconté: « Mon moment préféré avec Nelson, c'était une conversation qu'on a eue au téléphone quelques semaines avant sa mort. On a eu une des plus belles discussions que j'ai jamais eues. Il a pleuré, j'ai pleuré, et ce n'était jamais arrivé dans notre histoire ensemble. Et il a fallu qu'on pleure pour qu'on s'exprime notre amour. Et c'était mon moment préféré avec lui. » Quant à Mo, celui que Nelson a rencontré à l'école de catch, qui était son meilleur ami pendant plusieurs années avant que leur relation soit brisée par la jalousie de Mo quand Nelson était devenu King Mabel, ils ont fini par se reparler. Et il a raconté: « La chose dont Nelson parlait le plus avant sa mort,
c'était l'idée d'entrer dans le Hall of Fame de la WWE. Il avait le sentiment, en regardant le passé, qu'avec notre équipe des Men on a Mission, avec tous ceux qui nous ont recopiés depuis, qu'on avait suffisamment apporté au business pour faire partie du Hall of Fame. Il me disait que si j'avais quoi que ce soit de négatif à dire au sujet de la WWE, je devais me taire et le garder pour moi. Il disait qu'on méritait d'être dans le Hall of Fame. Après plus de 20 ans de carrière dans le catch, que ce soit avec Mo et Oscar dans les Men on a Mission, en tant que King Mabel, en Viscera, en World's Largest Love Machine ou en Big Daddy V, Nelson Frazier Jr., ce mastodonte impressionnant, aura réussi quelque chose de rare. Marquer 3 générations dans le catch. Et c'est ainsi que se termine notre série sur l'homme qui a été un showman, un roi, l'homme de main d'un clan ténébreux, une machine à donner de l'amour, un mastodonte qu'on a connu sous les noms de Mabel, Viscera et Big Daddy V, mais qui pour ses proches était Nelson, un géant qui était apprécié de tous. Tout au long de ce parcours très riche, on a pu voir qu'il était aussi bien capable de danser que de tataner ses adversaires, d'être aussi bien terrifiant que drôle, et peu de superstars peuvent se vanter d'avoir eu autant de cordes à leur arc. Et après avoir pu vous plonger dans son histoire incroyable, j'ai une question pour vous. Est-ce que selon vous, Nelson Frazier Jr. mérite d'être intronisé dans le Hall of Fame de la WWE? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, Big Daddy V vous a fait rester scotché devant votre écran, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.